à tous et merci d'avoir débuté cette vidéo. Alors je fais cette vidéo parce que donc hier j'étais à l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Roller et Skateboard à Liévin. Je devais présenter l'activité du roller hockey et il se trouve qu'en plein milieu de ma présentation, il y a eu une coupure de courant qui a plongé le bâtiment et une partie de la ville de Liévin dans le noir. Alors j'ai pas pu aller au bout de mes slides et il se trouve que dans ces slides, il y avait quand même des réponses à des questions assez urgentes, et puis aussi des questions qu'on me pose depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors ça me semblait important d'aller au bout de cette présentation. Donc je vous présente ça dans cette vidéo. Je vous propose de refaire la présentation dans les conditions de l'Assemblée Générale. Voilà, avec un détail important, c'est que je suis allé pour ça me caler dans un coin d'un petit bistrot parisien pour être au calme. Allez, on démarre. Alors pour le roller hockey, si on regarde l'historique du budget sportif, on va constater qu'on a un budget qui était à 250 000 € de produits en 2014-2015 pour être à 321 000 € en 2017-2018. Donc c'est un budget qui est en constante évolution. Et c'est un budget qui dégage un résultat net positif depuis 2014-2015, ce qui amène en fait le report à nouveau sur la période à plus de 118 000 €. Si on regarde la construction du budget 2018-2019 avec Monique Aymar et Gérard Desroches, on a fait l'exercice en se disant qu'on n'allait pas intégrer les produits de la contribution des clubs au développement dans un premier temps, puis on allait sur la partie des charges intégrer tous les projets qu'on souhaitait faire. On avait un budget déficitaire qui, après une phase d'arbitrage avec la présidence de la fédération, en réintégrant la part de la contribution des clubs au développement et en faisant un compromis sur les projets, on atterrit donc sur un budget voté qui présente un résultat net de 30 000 €. Si on regarde aussi la saison dernière, donc on a un nouveau champion de France qui sont les Tigres de Garges et on a testé l'année dernière et on continue à faire ça cette année, des lives pour les différents matchs de la Ligue Elite. Voilà, c'est des lives qu'on peut trouver sur une plateforme Live Arena. On fait entre 150 et 800 vues par match l'année dernière et cette saison, et on fait à partir de ces lives des highlights qu'on propose sur Facebook. La saison dernière, l'ensemble des vidéos a fait 75 000 vues, on est à peu près à 1500 vues en moyenne. Et finalement, on travaille sur une approche avec la Ligue Elite qui est une approche de marque, en fait, où on veut engager des populations à suivre la Ligue Elite, s'identifier à des clubs et des joueurs, et faire en sorte que ces personnes s'attachent à la marque pour les amener à consommer des services additionnels dans le futur. Donc on est vraiment dans une construction sur plusieurs années pour la Ligue Elite. Je voulais aussi mentionner le fait que la France a organisé 2 événements européens l'année dernière, l'European League qui a été organisé à Rethel et les championnats d'Europe U18 et U16 qui se sont déroulés à Lyon. On a vu 2 événements d'une grande qualité d'organisation, et je voulais saluer le travail de Jean-François Proux qui a fait un travail exceptionnel à Lyon. Je trouve qu'on arrive vraiment maintenant à proposer des standards internationaux dans l'organisation d'événements sportifs en France. C'est une vraie avancée qu'on a fabriquée sur plusieurs années, sur moi un temps que je considère long, puisque les premières réflexions qu'on a eues sur l'amélioration des standards d'organisation datent de 2011. Donc ça nous a pris 7 ans, et c'est vrai que sur 7 ans, on constate vraiment une amélioration de cette qualité. On a connu en septembre ce que j'appelle le septembre noir, c'est-à-dire que on a eu un redémarrage de la saison très difficile. On a connu donc la démission de Sylvain Scatolini qui gérait la désignation des arbitres au niveau du service compétition. Il a démissionné en juillet, il a été non remplacé en septembre. En septembre, Monique Aymar qui co-dirigeait la commission avec moi a également démissionné, et Stéphane Angélique qui était le coordinateur de l'arbitrage. En septembre, on s'est retrouvé aussi avec de gros dysfonctionnements sur le module de gestion des licences qui a amené voilà, qui a pas facilité les choses. Et puis au sein du service compétition, il y a eu des vacances puisque les personnes sont rentrées le 7 septembre et que de mi-août à début septembre, on travaillait avec une personne à mi-temps. Et je tiens là à saluer le travail de François Touré et de Lionel Ménard. Et je peux vous assurer que sans leur présence à cette période, les championnats n'auraient pas repris. Alors ça nous a forcé à... Ces démissions et tout ce contexte nous a forcé à repenser la manière dont on allait travailler en commission.
Donc on applique maintenant depuis ce mois de septembre les méthodes de l'agilité. Voilà, ça nous amène en fait à travailler sur des très court terme, sur des tâches, des petites tâches très découpées, ce qui nous permet de donner de l'autonomie à des responsables qui vont semaine en semaine réaliser ces tâches. On fait un suivi hebdomadaire avec le service compétition. Alors on est en train de roder cette démarche. L'idée étant de gagner en efficacité et et de retrouver une notion de délivrance dans tout ce qu'on fait. On va aussi recruter de nouveaux membres, donc dès lors qu'on a rodé la méthode et on va la proposer aux nouveaux membres, on va nommer des leaders dans la commission pour accompagner ces personnes. On espère que ça nous permettra de démultiplier les réalisations et puis on favorise déjà la communication interne puisqu'on s'équipe d'outils qui nous permettent d'avoir une messagerie qui facilite les échanges. Et puis enfin, on va nommer des animateurs de l'équipe. Voilà, c'est un rôle aujourd'hui que j'occupe. C'est vrai que j'aimerais bien moi me détacher de ce rôle d'animation pour aller me concentrer sur d'autres sujets. Alors en termes de planning, ça donne que on a redémarré l'activité en septembre, on a réorganisé la commission entre octobre et novembre. Sur une phase de novembre à fin janvier, on ouvre à des recrutements, on va faire de l'intégration de ces personnes à la nouvelle équipe et les former entre février et mars. On va ajuster l'organisation en avril et on devrait être prêt en mai à pouvoir déléguer des missions et travailler sur des grands projets. Voilà, par ailleurs, on a effectivement un point hebdomadaire avec le service compétition qui nous permet de nous coordonner. On a fait face à un collectif d'arbitres qui menace de faire grève. Donc on a reçu un premier courrier d'eux en septembre et un second début décembre. Alors ce collectif refuse de nommer des porte-paroles et réclame des actes. Donc on est là dans une démarche de leur répondre et de leur apporter des réponses à des préoccupations, sachant que les préoccupations que le collectif liste sont des choses qu'on connaît, on n'a rien découvert, c'est des choses sur lesquelles on travaillait, donc effectivement on va apporter des réponses à court terme, et puis de toute façon ce malaise il ouvre quand même un sujet plus profond de la réforme de l'arbitrage, et ça on va aussi avancer. Alors on va avancer avec la fédération pour traiter les sujets de la gouvernance. On va surtout scinder la politique de la mise en œuvre de l'arbitrage, on va essayer de professionnaliser la mise en œuvre, et puis on va surtout dans ce cadre-là essayer de répondre aux attentes de tous les arbitres, pas forcément qu'aux attentes du collectif, mais on a besoin de renouveler les arbitres internationaux, on a besoin d'améliorer la formation, de réorganiser les supervisions, de mieux gérer l'accompagnement des arbitres sur le terrain, traiter la lutte contre les incivilités, le statut de l'arbitre, etc. Donc comment on va l'organiser, comment on s'est organisé, on va l'organiser. Donc en septembre, Delphine a géré les désignations. Il y a une passation qui s'est opérée fin octobre, il y a des désignations qui sont faites à la journée sur tout novembre. On a reçu le second courrier en décembre et là il y a une désignation qui s'organise maintenant depuis début décembre à 2-3 semaines, et l'idée c'est d'aller à 4-6 semaines de visibilité pour les arbitres. On va aussi nommer un référent avant la fin de l'année qui sera là pour gérer la relation entre les personnes qui désignent et les arbitres pour faciliter la communication. On va proposer aussi en fin d'année un nouveau maillot des arbitres. Donc on a travaillé sur la confection d'un nouveau maillot qu'on va donner à un collectif d'arbitres actifs. 76 arbitres ont été listés dans ce cadre-là. Et puis on va aussi le mettre en vente sur la boutique de la fédération. On recrute 2 personnes sur des pôles, un pôle excellence de l'arbitrage et un pôle développement de l'arbitrage. On a reçu et analysé des candidatures en novembre. C'est vrai qu'avec la réception de la seconde lettre, on a fait une révision du projet. On va nommer des personnes début janvier. Et là, on va s'atteler à 2 grands sujets. La politique de l'arbitrage d'une part, qui est un sujet forcément très long parce qu'on va le coordonner avec les services et les organes de décision de la fédération. Et puis on va rapidement activer sur la mise en œuvre de la fédération un certain nombre de projets pour répondre à des questions de formation et de supervision principalement. On a voulu faire un point sur la contribution des clubs au développement, parce qu'il y a quand même
beaucoup d'interrogations. Alors on a sorti des indicateurs, on voit entre 2015 et 2018 entre 73 et 75% de taux de développement en élite N1, N2. On a sorti la N3 pour des raisons de non-cohérence dans certaines données. Donc on a préféré les sortir pour calculer cet indicateur. Alors 75%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les clubs s'engagent, ils ont un bonus qui, quand il est maximal, le club obtient 100%, et quand il est minimal, le club obtient 0%, et ce bonus permet de réduire les frais d'engagement d'une équipe en compétition. Donc là, ça veut dire que en moyenne, les clubs bénéficie de 75% de ce bonus. Il y a 3 niveaux dans le bonus. Il y a un niveau jeunesse, un niveau entraîneur, un niveau arbitre. Donc on constate que le bonus développement jeunesse est en augmentation constante, puisqu'il était à 83% en 2015 et qu'il est à 95% en 2018. C'est une très belle surprise. On voit aussi que le bonus entraîneur, même s'il a connu une petite baisse en 2017, en fait, est quand même en augmentation, et il passe de 73 à 79%. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et on voit que la stagnation, en fait, elle est liée à la régression constante du bonus arbitrage, puisqu'on est passé sous la barre des 41% de développement sur le sujet de l'arbitrage. Donc ça veut bien dire qu'on a un vrai sujet à traiter les problématiques de l'arbitrage. On a voulu regarder la manière dont ce taux de développement se répartissait par championnat. Donc on voit que le taux de développement recule un peu en élite, en N1, en N3, et il s'améliore en National 2. Si on regarde le développement global par championnat, on regarde aussi le nombre d'équipes, et là on va constater qu'en fait il y a quand même en N2 32 clubs qui étaient concernés par la CCD au vu de leur première équipe en N2 en 2015, et qui sont plus que 22 en 2018. Donc il y a un phénomène d'attrition sur la N2, et contrario en N3 on voit une augmentation du nombre de clubs. Alors ça veut dire qu'on a un point d'attention, parce que il faut qu'on se pose la question à savoir si le développement des clubs est bien réel, ou si on est juste face à un phénomène de relégation des clubs qui serait peu développés dans les championnats, donc de niveau inférieur, qui mécaniquement en fait ferait des effets de levier ou de stagnation de développement. Donc on a un point d'attention là-dessus. Donc sur la CCD, on va étudier en profondeur jusqu'à début février. On va proposer des scénarios et travailler sur des scénarios de refonte. On va rencontrer les présidents de clubs fin mars lors de la finale à Carpentier. On va ouvrir un temps de travail avec les présidents de clubs. On va effectivement ajuster nos pistes en avril pour rentrer mai-juin sur des phases réglementaires avant les engagements de la saison prochaine. Si on regarde la Coupe de France, faut savoir que la finale à Carpentier, c'est un sujet lors des arbitrages 2017-2018. C'est un projet qui a été retiré du budget parce que non rentable depuis sa création. Donc on l'a ensuite réintégré en le faisant bénéficier de financement de la contribution des clubs au développement. Et donc on se pose cette question aujourd'hui de le maintenir ou l'arrêter, et au regard d'un déficit constant, de comprendre comment on doit considérer cet événement. Donc on va préparer Carpentier 2019, puisqu'il aura lieu donc fin mars à la Carpentier à Paris, et on ouvrira en suivant d'avril à juin toute une réflexion autour de l'événement Coupe de France. Un autre sujet qui a un impact sur la CCD, c'est les frais de déplacement des arbitres. En fait, on se rend compte sur une période de 3 ans que ces frais ont explosé. On passe de 141 000 € en 2015-2016 à 191 000 € en 2017-2018. Et on voit en fait que lorsque les budgets de déplacement explosent, finalement l'argent de la CCD il permet d'ajuster, sans toucher aux fonds propres et sans amputer l'activité, permet d'ajuster les budgets. Là aussi, on va devoir ouvrir un sujet, mais qui est un sujet
qu'on doit traiter avec les clubs, donc on le traitera en mars, à partir de mars, qui est le sujet de la modélisation des nouveaux modes de remboursement des déplacements des arbitres. Et c'est un sujet qu'on ouvrira aussi notamment avec le BE et le CA de la fédération, parce que les idées qu'on peut avoir peuvent concerner d'autres pans de l'arbitrage et du jugement, donc on partagera les bonnes idées entre les différents acteurs. Il y avait on a un sujet de contrôle de gestion, puisqu'en fait, actuellement, il y a une pratique dans la comptabilité de la fédération qui vise à passer les produits constatés d'avance en charge. Et alors ça a un effet mécanique, c'est qu'en début de saison, en fait, vous avez un pourcentage non négligeable des produits qui sont écrits dans des comptes de charge. Et donc tous les résultats intermédiaires qu'on peut avoir, tous les résultats sont négatifs, alors qu'en fait, la gestion est plutôt bonne. Et ça amène des questionnements qui rendent les prises de décision assez difficiles. Donc on voudrait revoir ça et notamment ouvrir tout un pan de réflexion sur le contrôle de gestion pour ajuster des consolidations personnalisées au roller hockey. Ce qui nous permettrait de faire du contrôle de gestion sur certaines dépenses, notamment les déplacements des arbitres et de développement, pour lesquels aujourd'hui on a du mal à avoir des chiffres consolidés. Savoir aussi que la commission doit financer le coût du service compétition et que ça a un impact sur les comptes, et que là aussi on va le traiter en termes de contrôle de gestion tout au long de l'année. On va s'atteler à ça avec Gérard Desroches. Et donc on va avoir un sujet entre mars et avril à traiter sur ce point. Et enfin, arriver quand même à se dire que dans ce plan, il y a des sujets du court, du moyen terme, mais il y a aussi ce qu'on a appelé dans la commission les grands sujets. Donc le développement jeunesse, la régionalisation, la régulation des joueurs étrangers, des sujets autour de l'événementiel, comment attirer du public, comment attirer du sponsor. C'est pour nous des sujets qui seront traités pas forcément sur un temps court, parce que nécessitant des réflexions et de se poser. Et là, en fait, on est face à un vrai sujet d'organisation, puisqu'on traite beaucoup d'opérationnel, et donc on va essayer de trouver un moyen de conjuguer à la fois nos efforts sur l'opérationnel sans oublier le futur, et on va déterminer des cycles assez courts opérationnels et des cycles de traitement des tâches sur des moments un peu plus longs, et puis on va pas s'interdire aussi de délivrer des choses au fur et à mesure pour les tester et éventuellement les ajuster avec le temps. Voilà, et ça on l'attaquera à partir d'avril, puisque on va aussi en parler avec les différents présidents qu'on rencontrera lors de Carpentier. Et voilà, je voulais terminer en présentant cette offre de Noël. Donc Carpentier, c'est le 30 et le 31 mars 2019. Pour ce faire et pour les fêtes de fin d'année, on propose un pack qui est le pack de Noël, qui vous offre un billet en accès premium et un pack exclusif qui va intégrer le t-shirt de l'événement, la casquette, le palais et le bracelet de l'événement en pré-vente. Donc voilà, c'est une offre qui est valable jusqu'au 6 janvier 2019. Pour plus d'infos, c'est Facebook ou le site de la fédération. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et puis, on vous dit à très bientôt sur les terrains. Merci.